Et donc, j'ai le plaisir de présenter l'œuvre de Camille Claudel donc, en relation avec celle d'Auguste Rodin. Voilà. Mais c'est vrai que quand on prend plutôt Camille, à vrai dire, on adopte assez vite le parti de Camille et on est un peu critique par rapport à Rodin. Et puis quand c'est le contraire, j'ai regardé les films hier qui sont sortis. Bon, certains prennent le parti d'Auguste Rodin, d'autres commencent plus avec Camille. C'est un peu le choix que je fais aujourd'hui. Alors, c'est vrai que l'œuvre de Camille Claudel, on l'a redécouverte il n'y a pas très longtemps. C'est une belle redécouverte parce que son itinéraire est tragique, évidemment. De son vivant, elle a été, si je peux dire, enterrée. Et donc, son œuvre n'a pas été très bien connue. Juste avant son internement, il y a eu pas mal d'expositions, mais après, elle est rentrée dans un purgatoire qui a duré de sa mort jusque dans les années 60, 70 même, peut-être même 80. Donc aujourd'hui, on retrouve toutes ces œuvres, on commence à les exposer d'une façon beaucoup plus systématique. Et le musée de la piscine en particulier, à Roubaix, se targue d'avoir déjà une belle collection d'œuvres de Camille Claudel, avec le musée de Poitiers aussi, mais surtout à Nogent-sur-Seine. Alors, mon point de vue, je l'ai exprimé dans l'intitulé, je voudrais me démarquer de la biographie. Je ne vais pas y arriver, évidemment, parce qu'on est bien obligé de raconter l'histoire de Camille, de raconter cette passion fulgurante, envahissante, dévorante entre Camille et Auguste qui dure pendant 10 ans. Mais il y a une sorte de réduction qui serait dommageable parce que si bien sûr les conditions existentielles entrent en ligne de compte dans la création d'une œuvre d'art, elles ne suffisent pas à expliquer une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, précisément, a pour effet de se distancier des caractères biographiques. Et donc, il y a quelque chose de sublime dans une œuvre d'art, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà de nos limites et de nos explications, interprétations, et qui fait que l'œuvre d'art échappe à son auteur, échappe à son créateur, échappe même aux conditions de sa naissance pour exister d'une façon beaucoup plus importante, une existence plus universelle qui déborde largement le cadre des auteurs, et surtout une existence plus intemporelle du fait que l'œuvre d'art, d'une part, rejoint des questions qui ont déjà été posées, explorées, labourées dans l'histoire de l'humanité depuis des siècles et des siècles. Et précisément, on va voir avec Camille comment la reprise des mythes les plus anciens porte son œuvre au-delà de sa propre existence, au-delà de ses propres contingences, pour la projeter dans l'histoire même de l'humanité, apportant sans doute une pierre à cette question existentielle, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, celle que Gauguin se posait, et que les œuvres d'art assument à plein pot, bien au-delà, encore une fois, des conditions existentielles. Mais je vais quand même je vais raconter l'histoire, parce qu'on ne peut pas ne pas raconter l'histoire de cette Camille qui découvre sa vocation d'artiste, de sculptrice à 13 ans, qui va connaître 18 ans, 18 années d'une belle jeunesse, puis 30 années de sculpture, dont 10 seulement avec Rodin, et 30 années stériles, dans un asile de fous, on disait comme ça à l'époque, à Montfavet, où elle ne produira plus rien, s'exprimera pratiquement pas, et mourra donc à 60, 30 et 30, 60 et 18, 78 ans. Un drôle d'existence. On peut même dire que sur les 30 ans de sculpture, bon, les 10 années avec Rodin sont extrêmement fécondes, il y en a encore 10 après, mais les 10 dernières sont déjà bien,
bien handicapé par ses problèmes de santé mentale. Alors, voilà, c'est l'occasion évidemment d'observer ce couple, Auguste, Camille, un couple pour le meilleur et pour le pire, pour le bonheur et pour le plus grand malheur. C'est bien sûr plus que Auguste et Camille, c'est le masculin, féminin. De ce point de vue-là, Auguste, aujourd'hui, je crois qu'il aurait des problèmes de justice. Hein. C'est une sorte de Weinstein, malgré tout, la culture. Et il a un rapport aux femmes qui est exaltant, mais quand même, par ses multiples relations, finit par devenir extrêmement complexe. C'est l'occasion de voir la relation entre la jeunesse, puisqu'il y a une vingtaine d'années de différence entre les deux, entre Auguste et Camille, jeunesse et vieillesse. C'est l'occasion d'observer cette relation entre le réel et le sublime. Et donc, bien sûr que la langue française ne nous facilite pas l'approche de ce couple, puisque déjà le mot sculptrice n'existe pas beaucoup. En tout cas, à l'époque de Camille, il n'existait absolument pas. Et la mère de Camille faisait fort de rappeler sans arrêt à Camille que ce n'était pas un métier pour une femme, que le mot sculptrice n'existait pas. Donc, il y a d'ailleurs dans le métier de sculpteur quelque chose de masculin. Il n'y a pas beaucoup de femmes, maintenant il y en a un peu plus, mais qui ont exploré dans l'histoire ce métier très différent du métier de la peinture, qui a quelque chose de plus féminin, si on veut rentrer dans cette distinction des genres et me faire immédiatement battre par tous les tenants des théories du genre. Mais bon, il faut extrapoler, bien sûr. C'est vrai que la taille, le ciseau qui pénètre par enlèvement, par imposition, il y a quelque chose de brutal dans la sculpture qui ne convient pas trop effectivement à la représentation qu'on se fait d'une femme. Par contre, la peinture a quelque chose de plus doux, une sorte de dépôt, des couches superposées. Bon, on peut opposer comme ça Michel-Ange et Raphaël et voir dans Michel-Ange une force plutôt masculine et dans Raphaël une force plutôt féminine. Bon, bien sûr. On n'est pas aidé non plus par le français parce que s'il fallait appeler Rodin en toutes circonstances maître, le féminin de maître, malheureusement, donne maîtresse, ce qui correspond effectivement à la situation de Camille, dont elle aura bien du mal à se défaire, maîtresse du maître. Mais évidemment, il n'y a pas équilibre dans ce couple maître-maîtresse, qui se redouble d'ailleurs par le fait que le maître a des élèves et que Camille était considérée aussi comme une élève du maître et qu'elle a eu bien du mal à apparaître en son nom, indépendamment de tout engendrement, indépendamment de toute maîtrise, qui évidemment revient à Rodin du fait de son âge, du fait de sa situation dans la société de la fin du XIXe siècle et tout petit peu au début du XXe. Il en impose, il occupe le terrain et il laisse peu de place, à vrai dire, pour quelques concurrences et en particulier la concurrence d'une femme. Donc voilà, on est d'autant plus troublé quand on voit les conditions existentielles d'émergence d'une œuvre d'art, de voir combien ces conditions sont troubles, sont tristes. Il n'y a rien de très beau finalement dans ce nœud familial de la famille de Camille. Bon, alors elle a produit deux grands génies, effectivement, Paul Claudel et Camille Claudel, mais bon, d'un point de vue psychanalytique, c'est pas glorieux. La mère s'appelle Louise, le père s'appelle Louis, il y a une fille qui s'appelle Louise. Tout est pour la mère dans cette histoire et le père a bien du mal à apparaître comme un homme d'autorité. C'est un homme très bon, très, très complaisant, très, très arrangeant, mais c'est la mère qui organise tout. Et il se trouve que cette Louise Athénaïs, il faut encore porter ce deuxième prénom, hein, Athénaïs, qui redouble encore la force guerrière, on pourrait dire, de cette égérie qui pourrait être Louise, la mère. Cette mère a une première naissance, un garçon qui meurt en 1863, et ensuite arrive une fille. Autant dire que cette fille ne comble pas le désir de Louise, le désir de la mère d'avoir un garçon, et curieusement, elle donne à sa fille le prénom de Camille, prénom pour le moins androgyne.
et réservant encore le prénom de Louise pour la deuxième fille, en attendant que Paul naisse effectivement en 1868. Alors, bon, tout ça est pas très heureux. La mère porte la mort de sa mère au moment de la naissance. Elle porte la mort de son premier fils. Elle porte la mort de son frère et son caractère n'est vraiment pas très, très enjoué. Et voilà que cette Camille va être amoureuse d'Auguste. Il se trouve qu'il a le même âge que la mère de Camille, que Louise Athénaïs. Et que donc Camille va aimer un peu son père, d'une certaine manière, dans la figure paternelle dominante d'Auguste, 24 ans de différence. Auguste a 42 ans, Camille a 18 ans, Roseberet, la femme légitime d'Auguste, a 39 ans. Voilà, donc on peut dire que le tableau familial n'est pas très porteur et que vraiment, on peut même préjuger déjà d'une existence difficile. Comment se poser dans ce nœud oedipien féminin extrêmement complexe. Mais encore une fois, la question n'est pas de savoir si les œuvres d'art vont correspondre à cette existence plus ou moins glorieuse, n'est pas de savoir si tout correspond à des conditions historiques. Il y a là un paradoxe. Bien sûr que les conditions historiques permettent de comprendre beaucoup de choses, on va le voir, on va y revenir sans arrêt, mais les conditions historiques en aucun cas ne peuvent engendrer l'œuvre d'art dans ce qu'elle a de génial. Et donc il s'agit de partir de l'œuvre pour se laisser entraîner par cette œuvre, parce que c'est l'œuvre d'art qui va nous faire sortir de ce nœud familial, de ce nœud de personnalité plus ou moins tordu, plus ou moins abouti, plus ou moins mature. Rien n'est parfait. Et on pourrait même dire que Camille part avec une somme de handicap absolument considérable, mais l'œuvre d'art va nous permettre de nous en échapper, du moins d'aller dans cet autre monde, dans ce monde nouveau, celui qui est donc révélé par ce caractère génial de l'œuvre d'art. Alors, voilà, je vous montre ici une image, une photo de Camille. On ne sait pas très bien qui a pris cette photo. Une très belle photo de Camille dans sa jeunesse, on a à peu près 18-20 ans, avec cette moue, cette bouche un peu provocante et ses yeux noirs de braise. Très belle fille. On la voit en 1903, en train de sculpter une statue. Là, elle s'est déjà un peu épaissie, mais j'aime bien cette image cette photo parce qu'on la voit en train de sculpter. Mais on voit bien que ce geste du marteau et du burin n'est pas un geste de tendresse, c'est un geste au contraire de grande violence. Sculpteur, sculptrice. Voilà, on est dans ce dilemme de savoir si, oui ou non, elle peut exister en tant qu'artiste à part entière, sans dépendre d'aucune manière ni de Rodin, ni d'un mot qui obligerait à passer par le masculin, ni d'une situation qui en soi est assez morbide. Je commence ici par deux bustes qui apparaissent à peu près au même moment. Le buste du jeune Claudel enfant, qui reçoit aussi ce titre d'Achille, le jeune Achille, et la vieille Hélène ou la vieille femme. C'est fait à peu près en même temps. Et je suis intéressé par cette possibilité que Camille a de représenter tout autant la jeunesse. On pourrait dire que ça c'est facile puisqu'elle est encore jeune, son frère est plus jeune qu'elle, et aussi la vieillesse. Mais elle n'est pas encore vieille, elle va devenir vieille, elle va représenter la vieillesse, elle va se rapprocher dangereusement de la vieillesse d'une certaine manière. Mais voilà que son regard de transcendance lui permet de représenter en même temps jeunesse et vieillesse dans une sorte de sublimation du temps, l'étalement d'une vie
qui met normalement la jeunesse très loin de la vieillesse. Quand on parle de la jeunesse, on ne parle pas de la vieillesse, et quand on parle de la vieillesse, on ne parle plus de la jeunesse. On a tendance, nous, à séparer. Quand on est jeune, quand on est vieux, on est vieux. Mais voilà que Camille montre une sorte de continuité, une sorte d'unité entre deux âges de la vie. Il y a là quelque chose d'extrêmement puissant. Bien sûr, d'un côté, toute la beauté de la jeunesse, un visage encore presque enfantin, et puis de l'autre côté, tous les défauts du vieillissement, les rides, la commissure des lèvres, le chignon démodé, la peau du cou relâchée. Rien de très beau en soi, et donc il y a là aussi une exploration de la beauté par-delà les canons académiques. Évidemment, le jeune Claudel en Achille correspond tout à fait au modèle académique, mais la vieille Hélène ne correspond plus du tout à cette beauté que les salons attendent, puisqu'on ne voit à ce moment-là qu'une partie de la vie, que le côté noble, académique, jeune, et en aucun cas cette décrépitude que représente la vieillesse. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le double titre. D'une part, Achille, donc on est immédiatement dans le mythe, l'Iliade, le jeune Achille, le bouillant Achille, qui n'a qu'un seul petit point faible, son talon, mais qui a le dessus dans toutes les luttes. C'est le fils chéri, c'est le héros. Et puis de l'autre côté, Hélène. Alors je sais bien que Hélène, c'est le prénom de la servante des Claudel, de la vieille servante, mais même si Hélène est un prénom assez coutumier, il y a une sorte d'extrapolation, bien sûr, parce qu'on ne peut pas ne pas penser à la belle Hélène d'Offenbach. On ne peut pas ne pas penser au mythe d'Hélène vieillissant tout au long de la guerre de Troie, sa beauté légendaire qui certainement s'essouffle un peu pendant les 10 années que dure cette guerre. On pense bien sûr à Ronsard, quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. On pense à Paul Claudel aussi dans Protée, une Hélène inconsistante, l'Hélène de Ménélas, et c'est l'époque aussi, la guerre de Troie n'aura pas lieu. Voilà, il y a une projection évidemment dans ce portrait qui nous met dans le mythe. C'est ça que je voudrais montrer, c'est qu'il y a une double lecture en permanence de ces œuvres, une lecture naturaliste, existentielle, bien sûr, c'est Paul Claudel à l'âge de 14 ans d'un côté, et c'est la vieille Hélène, la servante des Claudel, dont on n'a rien à faire de l'autre côté. Mais au-delà de ces conditions très, très courtes, il y a une vision qui est proposée. Et c'est là qu'il faut s'échapper avec les œuvres d'art pour oublier un peu ce jeune Paul Claudel, qui est évidemment le petit chouchou de la famille, et aller dans le mythe d'Achille, oublier cette Hélène qui sert les Claudel, et aller dans le mythe d'Hélène, de la guerre de Troie, etc. Il faut se laisser à ce moment-là prendre par l'œuvre d'art qui nous emmène non plus dans l'existence réelle, mais dans une autre existence qui est celle du mythe, qui est celle de la grandeur par-delà, au-delà de notre existence. Alors, je montre aussi ce portrait Giganti de 1885, exposé au Salon des artistes français avec la vieille Hélène. C'est comme ça que Camille se fait connaître dans sa première exposition. Alors là, on aurait peut-être le visage intermédiaire entre le très très jeune Claudel Poupon et puis la très vieille Hélène. Il y a une sorte de maturité masculine, un idéal jamais rencontré. Bon, c'est ce modèle italien, un modèle napolitain qui fait partie de l'atelier de Rodin et qui sans doute subjugue un peu Camille. En tout cas, elle en fait un portrait qui est celui non seulement d'un géant, mais aussi d'un bandit, un bandit sicilien extrêmement masculin, extrêmement dangereux. Voilà, donc le registre de Camille est fantastique. Il est d'entrée de jeu par-delà les clivages des âges, et donc on arrive ainsi avec elle à conjuguer dans ce temps de contemporanéité stricte, jeunesse, maturité, vieillesse. Alors, comment Claudel voit Rodin et comment Rodin voit Claudel? Alors, je vais pas revenir sur cette rencontre en 1882
entre Camille et Auguste, effet du hasard. Il se trouve que Camille a été repéré par un grand sculpteur Boucher qui connaît les Claudel et qui va les voir chez eux et qui attire Camille à Paris. Et Camille, d'ailleurs, enfant sans doute un peu terrible de la famille, oblige sa famille à quitter pour aller à Paris. Voilà, donc le père va rester et conserve son travail de fonctionnaire dans la province, tandis que toute la famille se déplace à Paris. Bon. On sent l'exigence de cette jeune fille qui veut là rejoindre les grands ateliers parisiens, et elle rentre directement dans l'atelier de Boucher. Mais il se trouve que ce Boucher, ce maître-là, qui est très gentil, est appelé à Rome, donc il s'en va très vite, et il se fait remplacer par son ami Auguste Rodin. Et donc Auguste Rodin arrive dans cet atelier où il y a d'ailleurs beaucoup de femmes, et le coup de foudre est quasi immédiat, et ils vont s'aimer d'une passion absolument torride, mais visiblement pas raisonnable, franchement, cette jeune petite, voilà, elle est peut-être très douée, c'est vrai que Rodin a tout de suite vu qu'elle était extrêmement douée, qu'elle avait de l'or dans les mains, mais est-ce qu'on peut envisager un couple, un mariage, des enfants? Alors, il y a une différence d'âge qui, à l'époque, était sans doute encore plus repérable qu'aujourd'hui. Et puis, il y a surtout ce Rodin qui n'a pas du tout envie de se marier. Il a une régulière, cette Rose Perret. Et puis, tous les modèles y passent. Donc, il se trouve qu'il va sans doute un peu se calmer pendant quelques années avec Camille, parce que Camille s'impose et l'oblige à une certaine fidélité, si je peux dire, entre guillemets, mais ça ne va pas durer très longtemps, et personne ne peut contenir ce Rodin. D'ailleurs, on l'appelle, dans le petit monde, on l'appelle le bouc sacré. Ça en dit long, effectivement, sur sa capacité à rencontrer tous ces modèles féminins. Il a une activité sexuelle extrêmement débordante. Et donc, ce Rodin, personne ne peut vraiment le maîtriser. C'est une force de la nature, il a une capacité de travail qui déborde absolument tout ce qu'on a pu connaître jusqu'alors. Et s'il est complètement fou de Camille, on voit mal quand même qu'il puisse s'installer avec elle, se mettre en ménage avec elle. Il y a là tout le rapport d'un homme et d'une femme. Camille voudra des enfants, Rodin n'en veut pas. Il en a un d'ailleurs, de Rose, mais qu'il ne reconnaîtra jamais. Voilà. Il se mariera avec Rose 1 an ou 2 ans avant sa mort, mais il est déjà bien diminué, il a eu des AVC. On n'est pas sûr que ce soit sa propre volonté qui est en jeu à ce moment-là, on est un peu forcé la main. Non, il ne veut pas de mariage, pas d'enfant, il veut une grande liberté. Il a une passion fulgurante, évidemment, mais voilà. Alors, c'est vrai que Rodin voit dans Camille une enfant. Et c'était un peu juste au niveau de l'âge quand même. Et donc, il la voit très juvénile, hyper juvénile, sans doute beaucoup plus qu'elle ne l'est dans la réalité, tandis que Camille voit son Auguste extrêmement vieillissant, un portrait incroyable avec cette barbe. Alors, il y a une barbe de Rodin qui est célèbre. Rodin porte la barbe, tout le monde porte la barbe à cette époque, enfin beaucoup, mais Rodin porte une barbe majestueuse. Bon, c'est un signe sexuel assez évident quand on la porte à ce degré-là. Et donc, évidemment, il la représente, mais un visage émacié, un visage beaucoup assez dur. Est-ce que Rodin a aimé ce portrait? Je ne peux pas comprendre qu'il ne courait pas après ce genre de portrait, qui sera pourtant exposé en permanence et qui va s'imposer. C'est l'image même qu'on va retenir de Rodin. On va retenir de Rodin qu'il est vieux, qu'il est sans doute d'une grande maturité. Donc, on sent bien toute la tension qui peut exister, mais encore une fois, le génie de Camille Claudel, et peut-être aussi pour une part celui de Rodin, c'est de vivre cette tension, de la vivre jusqu'à son éclatement, sans doute, jusqu'à cette perte même de vitalité. Alors, je vous montre Rodin avant Camille, à gauche, la fameuse sculpture de l'âge d'airain en 1877. Donc, Camille n'est pas encore dans les parages. Et puis, je vous montre à côté l'éternel printemps, 1884. Donc, effectivement, je crois qu'il y a une différence entre les deux. Bon, un masculin d'un côté, un homme dans toute sa splendeur, un Apollon, voilà, mais seul. Et sans doute que Rodin découvre avec Camille le couple et qu'il va projeter dans la sculpture.
et c'est pas très fréquent chez Rodin de sculpter le couple. Camille va beaucoup plus explorer cette voie de l'union de deux corps. Alors voilà, l'âge des reins. J'ai pour le nu, dit Rodin, un culte véritable. Il recherche des modèles forts, vigoureux, musclés. Alors on a même accusé Rodin d'avoir fait un moulage sur un modèle réel. Passera toute sa vie à s'en démarquer. Il en fera un autre, homme d'airain, l'âge d'airain, qui sera plus grand que nature. Ça ne suffira pas. Il y a là tout le problème d'une sculpture assez naturaliste. Bien sûr qu'il faut bien voir que ce modèle, comme les statues grecques, ressemblent évidemment énormément à la nature, mais ne sont pas la nature, parce que même si chaque homme a la prétention d'être aussi beau que cet âge d'airain, bon, il y a énormément de différences qui font que nous ne sommes pas, malgré tous nos efforts, des Apollons vivants, et que la représentation quasiment d'un dieu nous oblige à sortir, là encore, des limites du réel. Et tout le génie de Rodin, évidemment, est de faire croire peut-être qu'il s'agit d'un homme, d'ailleurs, beaucoup vont tomber dans ce piège, beaucoup de critiques, mais en même temps, ce n'est plus le modèle, même s'il est resté sous ses yeux pendant des heures et des heures, mais c'est une œuvre personnelle, c'est une vision de l'idéalité, à la Michel-Ange peut-être, il vient de faire un voyage en Italie, c'est une vision de l'idéalité. Alors que dans l'éternel printemps, il y a bien sûr beaucoup d'excentricité, mais voilà que ce corps parfait se coule, se plie, s'articule avec un autre corps, celui d'une femme. Et donc, il y a bien sûr là toute une différence. Alors, voilà encore des statues de Rodin qui montrent son exaltation amoureuse en 1888-1889. Dans Le Baiser, 1888, une étreinte, une hymne à la passion, qui est prévue pour le grand œuvre de Rodin à l'époque, qui est la réalisation des Portes de l'Enfer. Alors, c'est un marbre qui est commandé par l'État, c'est la grande commande de Rodin qui va l'occuper toute sa vie. Et donc, cette statue était prévue dedans, mais il va la retirer. Donc, à l'origine, c'est l'histoire des deux amoureux de la Divine Comédie, condamnés à errer dans les enfers parce que ces amants vont être tués par le mari de Francesca, donc Paolo l'amant, Francesca l'amante, qui est marié par ailleurs, et le mari va tuer les deux amoureux qui vont du coup errer dans les enfers, dans la Divine Comédie. Voilà, peut-être un pressentiment déjà de côté tragique de l'amour des amants, qui ne correspond pas à un statut stable et équilibré. Et puis de l'autre côté, la statue Je suis belle, un peu plus 1882, qu'il faudrait peut-être commencer par celle-ci, qui reprend deux statues, deux sculptures, en particulier celle de cette femme repliée sur elle-même, mais qui est projetée en l'air avec une absence de pesanteur. L'amour, là, aveugle complètement. Voilà, c'est une sorte d'envol. On peut même présager que l'atterrissage risque d'être douloureux. Je suis belle, ça reprend évidemment le poème de Baudelaire, je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre. Mais attention, les rêves, il y a forcément un réveil. Et donc, qu'en sera-t-il du réveil? Alors, voilà, Camille éprouve le besoin de prendre des distances à ce moment-là. Elle va se sauver un peu de Rodin, et Rodin va lui faire une sorte de contrat absolument fou en 1886, donc un peu au moment où il réalise Le Baiser. Pour l'avenir, à partir d'aujourd'hui, je ne tiendrai pour mon élève que mademoiselle Camille Claudel, et je la protégerai seule par tous les moyens que j'aurai à ma disposition, par mes amis qui seront les siens, surtout mes amis influents. Bon, il ne va rien faire de ce contrat de folie, sans doute un coup de foudre un peu trop fort, qui lui a fait aller la tête parce qu'il est incapable, évidemment, de ce genre de fidélité, et encore moins capable de partager ses amis influents qu'il se réserve pour sa propre gloire, même s'il en concède quelques-uns à Camille, mais vraiment la portion congrue.
Alors, on continue d'explorer. Donc, voilà que le gros problème qui va se poser, c'est de savoir qu'est-ce que fait Rodin à ce moment-là et qu'est-ce que fait Camille. Et on est troublé. On est troublé parce que ce que fait Camille, la jeune fille à la gerbe à droite, 1887-1886, une terre cuite, il y aura un marbre d'ailleurs, mais qui sera signé de Rodin, bon, plus tard, mais c'est un peu pas très correct d'une certaine manière, et Galatée à gauche, bon, très très proche. Et les mains sont très difficiles à reconnaître, la figure. Et dans beaucoup de sculptures de cette époque, la varice, par exemple, la varice et la luxure, la tête de l'esclave et du rieur, bon, sont signées de Rodin, mais elles sont bien de la main de Claudel. Alors, Camille, évidemment, est ce qu'on appelle praticienne dans l'atelier, c'est-à-dire qu'elle réalise des parties de l'œuvre, elle assure un peu les mises en... Mais c'est Rodin qui signe, c'est Rodin toujours le maître, c'est Rodin qui s'approprie. Et donc, Camille, elle arrive à faire ses œuvres pour elle. Et donc là, quand on voit la comparaison entre les deux, on est troublé parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Et en particulier, ce geste magnifique du bras droit replié sur l'épaule, ça, c'est Camille qui invente ce geste magnifique et que Rodin va reprendre. Alors, il y a ce mythe à ce moment-là qui se greffe sur cette statue, la nymphe Galatée dans la grotte avec son amant Assis, avant que ce dernier ne soit tué par le cyclope Polyphème. Voilà, c'est toujours la conscience de vivre une relation amoureuse limite, plus ou moins interdite, et donc qui va se terminer par des morts. Et là, bon, dans la nymphe Galatée, c'est l'amant qui est tué, mais on sent bien que ce bonheur-là ne présage rien de très bon. Et donc, il y a tout un travail ici qui est fait pour saisir ce bonheur au moment où il est là. Et le mythe peut-être préfigure, annonce déjà, augure déjà l'issue tragique. Donc les deux sont très très proches. Alors, bien sûr on connaît tous cette statue du penseur qui trône donc, normalement sur le linteau des portes de l'enfer. Il va y travailler toute sa vie, Rodin, dès 1880, donc avant la rencontre avec Camille. C'est une pensée créatrice, merveilleuse. Donc, au début, c'était un homme torturé, un damné, mais maintenant, depuis que cette statue elle va être mise indépendamment du programme des portes de l'enfer, et qui va être agrandie dans des proportions monumentales, qui va être constituer un monument à part entière, on peut dire que la souffrance a disparu. La damnation aussi, c'est le cogito dans toute sa splendeur. Et on va retrouver ça dans les statues de Carpeaux ou surtout celle de Laurent de Médicis, de Michel-Ange, dont il s'inspire évidemment. Et donc c'est encore une fois chez Rodin toujours cette maîtrise, cette puissance de l'homme qui bien sûr se tient le menton, mais qui en aucun cas n'est accablé. Alors au contraire, Camille fait cet homme penché qui est beaucoup plus tortureux. En 1886, elle a 21 ans, on sent une affliction profonde. Donc, ça va rejoindre aussi la femme accroupie, une autre statue. C'est le drame intérieur, beaucoup plus dans l'intériorité, l'homme est beaucoup plus replié sur lui-même, une prostration peut-être, croisement des jambes, des bras, construction invraisemblable ici des diagonales. On retrouve bien sûr la même musculature, c'est toujours le principe masculin de Rodin qui est à l'œuvre, mais on retrouve surtout une intériorité qui n'existe peut-être pas à ce degré d'intensité dans la statue du penseur. Alors, voilà, les deux sont toujours en train de rivaliser, de se poursuivre l'un l'autre. Il y a un drame, et c'est là où bien sûr qu'un couple amoureux qui se fonderait sur une relation professionnelle, c'est très dangereux parce que qui est le maître, qui est l'élève dans cette histoire. Et au-delà, on s'aime bon, bien sûr, pendant la nuit, peut-être un peu pendant le jour, mais après, il faut bien défendre son autorité. Et Rodin a une place à défendre dans la société. Et donc, à ce moment-là, c'est Rodin et pas Camille. Et Camille aussi a une place à défendre. Et à ce moment-là, c'est Camille et c'est pas Rodin. Donc, ce couple est bourré de tension. Et on le sent bien dans ces statues qui rivalisent l'une avec l'autre. Donc, la femme accroupie de Rodin
qui est tiré des portes de l'enfer aussi, qui ramène aussi toujours à Michel-Ange et qui rappelle l'homme penché de Camille, mais avec beaucoup plus d'affectation. Cette tête qui est un peu tournée, un peu exagérée, un repliement inquiet, mais aussi une sorte d'autosatisfaction, en tout cas une sorte de suffisance, alors qu'on ne trouvait pas dans cet homme ici qui a été beaucoup plus dans la souffrance, dans l'attente. Ici, il y a une sorte de sérénité qui est peut-être retrouvée. Et de l'autre côté, ce torse de femme accroupie, alors c'est la grande invention chez l'un et chez l'autre, c'est de faire des corps sans tête, parce que la tête pourrait absorber toute l'expressivité. Et quand on est sculpteur, bien sûr que l'expressivité, elle se loge dans tout le corps, pas simplement dans la tête. Et donc, on a là aussi une torsion qui est très, très visible, qui peut rappeler évidemment le torse de Michel-Ange, le torse du Belvédère, donc qui est un torse accidentel, mais il se trouve que ce torse accidentel de Michel-Ange nous émeut aujourd'hui peut-être plus que des statues achevées. Il y a tout un rapport ici dans la statue inachevée qui est plus tragique peut-être encore, de visage caché, tristesse, peur, honte, désir de protection, introspection maximale, posture improbable. De l'autre côté, la femme accroupie se tient encore à peu près bien sur ses fesses, mais de l'autre côté, on sent beaucoup plus le déséquilibre. Alors, c'est l'époque où les deux, donc la praticienne et puis le maître, travaillent à cette grande œuvre, les bourgeois de Calais, qui vont avoir du mal à être acceptés par la ville de Calais. Les bourgeois de Calais de l'époque de Rodin reprocheront cette attitude de martyr, alors que ce sont des gens qui n'ont rien fait de mal, évidemment, qui se proposent pour sauver la ville et qui vont être, qui servent d'otage et de monnaie d'otage pour le roi d'Angleterre. Mais on voit ici une sorte de cortège, une sorte de procession qui n'a pas plu parce qu'on sent des hommes ici un peu dans l'attitude de la pénitence, un peu comme des pénitents. Bon, je ne vais pas rentrer ici dans tout ce débat et qui blesse toujours Rodin parce que ces statues sont parfois adulées, mais parfois pas très aimées. Et donc, il se trouve que Camille va faire les choses les plus délicates, les mains, les têtes. On est à peu près sûr qu'elle a fait la main de Pierre de Vissant ici, qu'on retrouve ici dans ce portrait que Rodin va offrir quand ils se sont séparés. Donc, un masque de Camille plus sa fameuse main qui est là un peu une sorte de protection tardive, montage de 1895, donc au moment, un peu après même la séparation. Et donc, c'est toujours pour dire combien Camille est étroitement associée à l'œuvre de Rodin et qu'il va falloir peut-être y voir plus clair dans cette relation quasi infernale, enfin qui devient totalement infernale. Donc ici, l'éternelle idole à gauche, et puis l'abandon. Alors, on rentre vraiment dans les grandes réalisations de Camille. C'est intéressant de les comparer parce que l'éternelle idole, bien sûr, proviennent des portes de l'enfer, comme toujours. Le titre est donné a posteriori, lors de discussions avec des amis, des écrivains. Bon, on peut voir évidemment Rodin face à Camille, considérant Camille comme l'éternelle idole. Comme on sait que le titre arrive bien après la réalisation de la sculpture, je ne pense pas que ce soit ça qui ait vraiment animé Rodin, mais on sent malgré tout une réalisation assez formelle, un hommage peut-être convenu, une faiblesse quand même dans le rapport au mythe, alors que de l'autre côté, chez Camille, alors là c'est la statue qui va prendre 3 titres différents. D'abord, l'abandon. Donc, c'est le moment où effectivement elle sent que Auguste lui échappe. Bon, on peut revenir à la biographie, bien sûr. Elle veut le retenir. C'est peut-être l'homme qui retient la femme. C'est difficile à savoir. Toujours est-il que cette sculpture va trouver un deuxième titre, Sakuntala, au moment où elle est coulée en bronze. Et c'est Sakuntala qui va être exposé en tant que Sakuntala au salon de 1888. Et puis après, il va y avoir un marbre en 1905 qui va encore prendre un autre titre, à savoir Béthune et Pomone. Alors là, on est en plein dans les histoires mythiques. Donc, l'homme agenouillé soutient la jeune femme qui est debout. La femme replie son bras sur son sein. C'est très, très beau. Et il y a un beau contrapposto là, elle s'appuie
sur sa jambe gauche et la jambe droite est un peu libre. Et la femme s'abandonne finalement plutôt dans les bras de l'homme. Alors c'est là où il faut entendre l'abandon dans un double sens. Sans doute qu'Auguste l'abandonne, mais que aussi Camille s'abandonne à Auguste. Et donc on a une proximité des deux visages qui murmurent peut-être. Et c'est l'histoire, c'est un drame hindou du 4e, 5e siècle. Lors d'une partie de chasse, le roi Dushamanta rencontre la jeune Sakuntala. Tous deux tombent immédiatement amoureux. Bon, le roi et puis cette jeune fille. Mais le roi doit quitter la jeune femme. Voilà. Le roi a d'autres obligations. En gage, il lui donne son anneau pour lui permettre d'être reconnu. Mais voilà que Sakuntala perd cette alliance et Dushmanta oublie la belle et ne la reconnaît plus, l'oublie complètement quand il arrive dans son palais. Jusqu'au moment où un pêcheur ramène cette bague trouvée dans le ventre d'un poisson, puisque cette bague était tombée, elle était tombée dans l'eau, mais elle a été avalée par un poisson, et le poisson a été pêché par un pêcheur, et le pêcheur a ramené la bague au roi, et alors le roi recherche intensément cette femme qu'il a plus ou moins oubliée, ignorée, voire répudiée. Camille montre-t-elle les amants en train de se séparer ou en train de se retrouver? C'est là où on dépasse complètement, puisque c'est les deux, bien sûr, et que le génie de Camille est de nous montrer cette complexité de la relation fusionnelle, jamais complètement fusionnelle, où la séparation est toujours latente et toujours présente. Camille, sensible aux infinies nuances du lien amoureux, et pas simplement l'adoration comme à gauche, mais quelque chose de beaucoup plus subtil. Alors après, il faut aller dans l'histoire de Vertune et Pomone. Alors elle est très très documentée, elle est aussi savante que son frère Paul, elle lit beaucoup sans doute. Et donc Vertune, dans la mythologie romaine, c'est le changeur, celui qui tourne et fait tourner, un roi d'Étrurie qui se consacre à la culture des fruits, des jardins, et qui gagne le fait d'être un dieu, parce qu'il a tellement bien cultivé son jardin, qu'il gagne la divinité, la divinisation. Et à Rome, c'est le dieu des jardins, des vergers. Il veille à la fécondité de la terre, à la germination des plantes, à la floraison, à la maturation des fruits. Et il change de forme chaque fois, à chaque étape. Et se fait aimer de la nymphe Pomone, qu'il choisit pour épouse. Un couple immortel qui vieillit et rajeunit selon le cycle des saisons. Formidable. Et donc Vertune se donne complètement à son époux, avec qui elle partage ce pouvoir de reviviscence, c'est dans les Métamorphoses d'Ovide. Et donc Vertune prend successivement la figure du laboureur, du moissonneur, du vigneron et de la vieille femme, mais le cycle recommence, et donc il redevient jeune laboureur, moissonneur adulte, vigneron. Et donc le temple de Vétune à Rome est sur la place du marché aux fruits, aux légumes. Et donc Pomone n'aime que les jardins bien entretenus. Elle déteste la nature sauvage, elle n'est pas attirée par les hommes, mais tous les dieux champêtres vont la solliciter et vont vouloir la séduire. Alors, il faut voir ici un rapport tout à fait antiquisant dans cette relation, en particulier par rapport aux genoux. Donc, il se trouve que l'homme est à genoux. Ah, ça nous entraîne très loin. Il faudrait relire toute l'Odyssée, tous les Grecs, pour voir que les genoux correspondent à un lieu de puissance, un lieu sexuel, sans doute, le genou masculin, la femme aussi, et qui a une relation d'ailleurs étymologique qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui semble quand même attester entre le genou et le fémur qui engendre le genou, puisque le fémur renvoie à la femme. Donc il y a une relation entre les deux. On sait aussi toutes les histoires de la hanche blessée, le fait de boiter. Donc on est en pleine relation sexuelle entre un homme et une femme. Le genou, lieu de la force, et donc quand on est à genoux, c'est toute la force qui s'humilie. À ce moment-là, c'est la prière, la supplication, embrasser quelqu'un, lui tenir les genoux, toucher ses genoux, mettre un enfant sur les genoux de son père au moment de la naissance pour que celui-ci le reconnaisse. Et donc, tant qu'un souffle résidera dans mon sein et que mes genoux auront du mouvement, c'est ce qu'on dit dans l'Iliade. Donc voilà, il faut considérer ici des deux côtés d'ailleurs le rapport au genou. On va le retrouver bien sûr
dans la fameuse statue de l'âge mûr. Alors, on progresse et il faut se dire que cette valse intervient dans les moments de séparation. 1889, c'est déjà une relation très orageuse entre Camille et Auguste. Camille ne supporte pas, évidemment, qu'il revienne tous les soirs dans le lit de Rose. Il ne supporte pas déjà les infidélités d'Auguste, parce qu'Auguste est incapable, évidemment, de se limiter à une seule relation. Et ce que j'aime dans cette statue que je vous montre sous 3 angles, c'est cette sublimation totale, puisqu'elle aurait pu montrer son désespoir, sa colère, sa mauvaise humeur, son hystérie qui va être pointée du doigt. Les femmes, évidemment, l'utérus des femmes les emporte toujours du côté de l'hystérie, c'est un peu facile. Mais non, c'est une valse, c'est un couple dansant, une des plus belles sculptures dans un point de déséquilibre total. Comment faire tenir cette statue? Une sculpture qui va susciter beaucoup de scandales parce que dans un premier temps, on a perdu la première version, les 2 danseurs sont totalement nus. Et là, si Rodin a le droit de faire des nus, et si les modèles nus masculins sont possibles dans les ateliers où il n'y a que des hommes, cette nudité est interdite aux femmes. Et quand une femme représente un nu, alors à ce moment-là, c'est considéré comme totalement obscène et impossible. Bon, c'est comme ça. Et donc, les femmes n'avaient pas accès au modèle masculin nu. Et le fait de le représenter ici représente évidemment une transgression très, très forte qui celle de Camille, qui veut entraîner son homme, à moins que ce soit l'homme qui entraîne la femme, c'est le prodige de la valse, hein, qui mène dans la valse, qui conduit. La valse, c'est la danse du mariage, c'est cette valse ivre, toute roulée, perdue dans l'étoffe de la musique, dans la tempête, dans le tourbillon de la danse. C'est Paul Claudel en 1905 qui parle de cette statue. L'entraînement de l'un par l'autre, les 2 mains qui se tiennent à peine, d'un côté, l'homme qui impulse le mouvement, la femme qui épouse. Ah, il faut danser la valse pour comprendre cette subtilité de la relation entre un homme et une femme. Toujours est-il que Camille voit cette relation dans sa beauté la plus extrême, celle de la danse sacrée, le rythme, au point que sa sculpture va se casser la figure. Comment peut-elle tenir? Elle rajoute évidemment ce drapé qui va monter le long des corps et qui va cacher un peu de la nudité, qui peut rajouter d'ailleurs un peu de stabilité à cette statue. Donc en 1892, on dit que cette œuvre ne peut être acceptée. Le violent accès de réalité qui s'en dégage lui interdit, malgré son incontestable valeur, une place dans une galerie ouverte au public. Le rapprochement des sexes est rendu avec une surprenante sensualité d'expression qui exagère considérablement la nudité absolue de tous les détails humains. Comme si la nudité allait dans les détails humains. Bon, enfin, peu importe. Donc, c'est le critique Armand Daillot, machiste de première, et donc tout le monde va s'offusquer de cette représentation. Mais Claude Debussy va beaucoup l'aimer, va la conserver dans son cabinet de travail toute sa vie. Y a-t-il une liaison amoureuse entre Camille Claudel et Claude Debussy? Toutes les suppositions sont possibles. Et alors, voilà, donc ça va mal, ça va mal. C'est la Danaïde, Rodin fait cette Danaïde, la fille de Danos, condamnée, les filles de Danos, condamnées à remplir éternellement une jarre sans fond pour avoir tué leurs jeunes époux le soir de leurs noces, à la seule exception d'Hypernestre qui refusa de tuer son mari Lyncée, mais qui fut quand même condamné à ce supplice de remplir une jarre sans fond. Et donc, on ne voit pas la Danaïde ici remplissant sa jarre sans fond, mais on la voit s'écouler dans un flot de larmes, dans une chevelure qui elle-même s'écoule à la manière de l'eau. C'est la suppliante effondrée, avec une vision du dos et des fesses aussi, absolument extraordinaire. Rilke Reiner, qui commence à être secrétaire de Rodin après Camille, qui parle de cette chevelure comme d'une liquidité infinie se confondant avec l'eau s'écoulant de la jarre. Et donc, elle doit faire partie des portes de l'enfer. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir ici ce que Camille dit. Je représente
Alors c'est Camille qui parle. Je représente une de ces femmes punies pour avoir tué leur mari, une Danaïde condamnée à remplir éternellement une jarre percée. Tu me sculptes, rendu, éreinté par mon absurde tâche, mes larmes et mes cheveux liquides se mêlant à l'eau de la jarre qui coule irrémédiablement. Je pleure, certes, mais ce n'est pas de penser aux Danaïdes. Je pleure tant notre amour m'épuise, et c'est bien plutôt toi, l'amant, qui sacrifie son aimé en refusant de devenir son mari, de renoncer à la vieille. Alors, la vieille, ça, une chienne, dira-t-elle plus tard, c'est Rose. Oh, laisse-moi l'appeler la vieille, ta Rose, à moins que tu ne préfères la laide, la soumise, la sans talent. Ah, elle est mère de ton enfant, et alors, moi aussi, je peux t'en faire des enfants. Tu sculptes mon dos, ma nuque, mais mon ventre ne demande qu'à être pétri et à se tendre vers tes mains qui l'immortaliseraient plein. Alors, d'autant plus tragique que Camille a sans doute eu des enfants. On connaît au moins un avortement, sinon deux, et peut-être même encore plus. Bon. C'était comme ça à l'époque, donc Rodin ne voulait absolument pas entendre parler. Et puis Camille, sans doute, avait peur aussi d'avoir un enfant, de rentrer dans le rang, de se mettre en ménage, et puis de ne pas savoir ce que sa sculpture allait devenir. Auguste, je souffre. Ce n'est ni une inclinaison de mon caractère, ni un excès de ma jeunesse. Je t'aime et je meurs de ne pas être ta femme. Et je pâtis de poser dans une triste posture. Cessons maintenant que tu as saisi ma douleur, mon désespoir. Laisse-moi me relever, admirer ton œuvre, t'assister, t'aider, te corriger. Laisse-moi sortir de ce rôle de muse et de modèle, être ton apprenti. Alors c'est là où Camille ne va pas jusqu'au bout, quoi. Elle veut toujours être son apprenti. Non, non, il faut aller beaucoup plus loin. Ta disciple, ton égal. Oui, ton égal, mais ton égal dans le conflit, hein. Ton égal plutôt à distance, parce que trop proche, pas possible. Avec Rodin, on ne peut pas être l'égal de Rodin si on est à 1 mètre de lui. Je veux créer à tes côtés, je refuse, petite faute, que tu me définisses, que tu m'enfermes dans un des rôles dont tu me fais jouer. J'ai peur de l'immuabilité de la pierre, hormis lorsque ce sont mes mains qui font naître les sculptures. Je veux participer, agir, construire mon être, mes œuvres, les tiennes. Alors voilà, c'est là où, effectivement, cette rivalité de faire des sculptures, des êtres vivants qui vont évidemment être indépendants de toute condition de vie. Ne sommes-nous pas heureux ainsi, debout, côte à côte et modelant à la même terre partenaire? Ben non, bien sûr que non, c'est impossible d'être comme ça, comme si comme si la femme et l'homme étaient à égalité. Je pourrais me passer d'amour fou si nous avions plus souvent cette complicité. Toi, c'est de complicité que tu veux te passer puisque tu as déjà la vieille laide sans talent. Moi, tu souhaites m'aimer avec fureur, à genoux, le visage contre mon sexe, ou debout devant moi, à terre. Tu veux m'admirer, me jalouser, me porter au nu, me descendre en enfer, me faire connaître, me garder caché, encenser mon talent, me traiter comme une élève. Tu veux trembler, te sentir vivre entre ces hauts et ces bas. Mais moi, Auguste, je ne tremble pas, je chancelle, je chavire, je me perds. Auguste, on va bientôt se séparer. C'est pas possible de continuer dans cette existence. Et donc, on arrive à l'œuvre majeure de Camille, l'âge mûr dans ces deux versions qui arrive donc, première version avant la séparation elle est de 1892, 1892, 10 ans, mais bon, encore une fois, les dernières années sont déjà bien orageuses, et donc la deuxième version est franchement après la séparation. Et il y a une petite différence entre les deux, c'est Paul qui va conserver ses statues avant de les offrir. D'un côté, la suppliante tient encore ce vieil homme qui est en train de s'en aller, et dans la deuxième version, eh bien, la rupture est consommée, si je peux dire, la séparation est actée, il y a un vide entre les deux, ça rejoint ce fameux geste peut-être peint par Michel-Ange du créateur et de sa créature. La créature ne peut exister que dans la séparation d'avec Dieu, parce que tant qu'elle reste avec Dieu, c'est Dieu qui commande. Et donc il faut cette séparation, il faut cette distance. Et donc Camille va représenter cette merveilleuse allégorie de la maturité. Donc un homme vieux, c'est plus l'âge des reins là, hein, attention, l'âge des reins, il a un peu vieilli, il est emporté par une vieille. Alors on peut voir dans la vieille Rosebeuret qui gagne son vieil homme, bon d'accord, donc là ça va pas très loin, Rosebeuret, il faut y voir la mort, qui attire l'homme, et puis de l'autre côté cette jeunesse qui reste là en plan et qui supplie et qui devra sans doute exister. Alors, je vais vous montrer un exemple ici de mauvaise interprétation, une interprétation existentielle. C'est celle de Paul Claudel. Il dit, cette fille nue, c'est ma sœur Camille.
implorante. Alors, il écrit ça en 1951, hein, évidemment, bien longtemps après la mort de Camille, qu'il a laissé complètement abandonné. Il y a été 10 fois ou 12 fois, même pas dans l'hôpital de Montfavet. Bon, alors après, évidemment, il va faire l'apologie de Camille, mais bon, ça arrive un peu tardivement. Et en plus, il se trompe, je vais vous le montrer. Ma sœur Camille, implorante, humiliée, à genoux, cette superbe, cette orgueilleuse, c'est ainsi qu'elle s'est représentée, implorante, humiliée, à genoux, nue, tout est fini. Ce qui s'arrache à elle en ce moment même, sous vos yeux, c'est son âme. C'est à la fois l'âme, le génie, la raison, la beauté, la vie, le nom lui-même. Alors, la dernière phrase est à peu près correcte. Mais cette jeune fille nue, c'est ma sœur. Non. La sœur Camille, elle est dans l'œuvre, autant dans l'homme vieilli et emporté par la mort que dans la représentation de cette femme. Il est hors de question de bloquer la personnalité de Camille dans la moitié de la sculpture. Le génie de Camille, c'est de nous emporter dans une représentation qui la dépasse complètement. La sculpture relève d'une apothéose de l'art, ce n'est pas une humiliation, un abaissement, ce n'est pas Camille terrassée à terre, c'est Camille en train de créer l'œuvre majeure de sa vie. Il faut voir l'ensemble, la puissance de cette contradiction maintenue, surmontée, dépassée, jeune et vieux, dont je parlais au début, femme et homme, vieille femme, vie et mort. Donc, simplicité d'un corps isolé d'un côté et complexité de deux corps emmêlés de l'autre côté. Y a-t-il deux sculptures? Non. Bien sûr qu'on va voir l'implorante après, la figure à droite isolée, mais les deux tiennent ensemble et c'est ça qui est beau, c'est que Camille là se dépasse elle-même. Elle aurait pu se contenter de représenter sa souffrance, et d'ailleurs elle n'aurait pas été aussi belle parce que quand on souffre on n'est pas forcément très beau et on pleure, on est complètement défiguré, alors que là son corps est lisse, c'est beau, jeune, et que précisément la souffrance est plutôt du côté de celui qui est censé ne pas l'éprouver, puisqu'Auguste éprouve peu de sentiments finalement à ce moment-là, même s'il est un peu triste, mais enfin il va s'en remettre, tandis que Camille ne va pas s'en remettre. Et alors, j'ai eu envie de rejoindre d'autres mythes, et d'aller ici du côté du Noli Me Tangere, cette Marie-Madeleine qui ne peut pas non plus toucher Jésus, son maître, qui s'en va. Et tout est dans ce Noli Me Tangere, évidemment, parce que si Marie-Madeleine, si Camille retient son maître, elle ne va pas exister. Et donc, c'est la condition même de l'existence que de se séparer. C'est dans la Bible, ça, créer, c'est séparer. Et puis, l'autre histoire de Nausicaa et d'Ulysse, cette magnifique histoire d'Ulysse qui échoue sur le rivage des Phocéens, à proximité de ces belles femmes, jeunes femmes, Nausicaa, qui jouent à la balle. Et puis, tout d'un coup, une balle s'échappe et voilà qu'elle découvre cet Ulysse vieux, sale, salé, et qui vient d'échouer, complètement épuisé. Les jeunes filles, les jeunes nymphes ont très peur, elles se sauvent. Mais Nausicaa, inspirée par Athéna, qui va laver son linge pour préparer ses noces, une fois le linge lavé, Nausicaa et ses suivantes qui ont joué à la balle. Et donc leurs cris vont réveiller Ulysse et Nausicaa ne va pas avoir peur d'Ulysse. Quand l'horreur de ce corps tout gâté par la mer apparut aux femmes, ce fut une fuite éperdue jusqu'aux franges de la grève. Il ne resta plus que la fille d'Achinos, Nausicaa. Athéna lui mettait dans le cœur cette audace et ne permettait pas à ses membres de s'échapper. Et donc, on voit Ulysse ici qui est à genoux, et c'est lui qui supplie d'une certaine manière Nausicaa de lui redonner un peu figure humaine. Et Nausicaa, alors bon, dans l'histoire, relisez l'Odyssée, chants 6, 7 et 8, Nausicaa va laver le vieil Ulysse et va lui redonner sa beauté, sa vigueur de jeunesse. Alors l'histoire se termine bien, mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce geste d'Ulysse qui se jette finalement aux genoux de Nausicaa, mais qui n'ose pas, il est dit dans le texte, qu'il n'ose pas toucher, retenir les genoux de Nausicaa, qui aurait pu peut-être l'effaroucher davantage. Voilà, donc allons dans ces mythes, oublions Camille, oublions Auguste et leur histoire lamentable, pour aller dans cette existence, dans ce problème qui est tragique et qui est celui de tout un chacun, hier, maintenant, aujourd'hui, demain, celui de la relation entre un homme et une femme, celui de cette possession, cette volonté de retenir l'autre, de le retenir pour soi et ne pas le laisser finalement évoluer
dans sa liberté d'accomplissement. Il faut relire là les 4 degrés de l'amour, bien montrés par Saint Bernard, mais qui viennent de plus loin que Saint Bernard. Les 4 degrés de l'amour. On commence par s'aimer soi-même. Alors ça, on peut dire que Rodin s'aimait bien soi-même. Ensuite, on aime l'autre. Oui, on l'aime, mais on l'aime pour ce qu'il nous apporte, pour soi. Donc, pour l'intérêt qu'on y trouve. Alors, c'est un 2e degré, c'est pas mal. C'est déjà pas mal d'aimer l'autre, mais c'est très intéressé. Et puis, un 3e degré, d'aimer l'autre pour l'autre. Alors ça semble absolument sublime. On peut se dire, ça y est, c'est le summum. Je me désintéresse complètement de moi et je n'aime l'autre que parce que c'est l'autre. Et non, il y a quand même un 4e degré qui consiste à se réconcilier soi-même pour aimer l'autre, s'aimer soi-même pour l'autre. Alors voilà, c'est un grand programme et effectivement, Camille nous montre ici le moment où l'amour de soi n'est pas suffisant encore pour aimer vraiment l'autre et l'amour de l'autre n'est pas non plus dans cette plénitude. Alors voilà ici l'implorante, bon, on retrouve bien la statue, la sculpture de l'âge mûr, mais isolée. Ça peut prêter à confusion, mais ça, bon, elle a voulu un peu commercialiser ses œuvres. Ça rejoint un peu une autre statue de Rodin en 1906, la grande main crispée, avec une figure implorante aussi, mais bon, Rodin est très loin là, de l'intensité tragique de Camille. Alors voilà, bon, ils souffrent tous les deux, bien sûr, c'est le cri qui va hurler de façon répétitive dans les portes de l'enfer, dans les enfers, et puis pour Camille, cette tête de vieillard, 1890, qui est une étude aussi pour l'âge mûr, donc une intense mélancolie parallèle ici entre le travail de la terre et puis le travail de la blessure du bronze qui n'est pas poli, à la différence de ce que fait Camille le plus souvent, parce que dans l'âge mûr, ici, ce qui est très intéressant, c'est de voir le corps très lisse, très poli de l'implorante, suppliante, et puis le corps gercé, crevassé de la mort, bien sûr, pour commencer, et même de cet homme vieillissant. Alors allons dans les mythes. Et donc, voyons cette statue de Clotho qui apparaît là encore en pleine déroute chez Camille, la vieille femme, alors c'est Parc, voilà, les 3 moires hein, qui commandent le destin. Clotho, c'est la fileuse, celle qui tisse le fil. Alors, il y a tous ces fils là qui s'en mêlent dans sa tête. Et puis après, il y a l'Achésis qui va dérouler le fil, la quenouille, et puis il y a Atropos qui va couper le fil. Bon, c'est les Parcs romaines. Et donc, Clotho, elle n'est pas drôle, évidemment. C'est une Parque qui montre cette continuité de la destinée humaine. Rodin va faire peut-être la belle Olmière. Ici, Clotho est emprisonné dans ses cheveux, comme dans des raies qui pèsent sur sa tête de tout leur poids et semble paralysé, encombré. Clotho peut-être la faire tomber. J'ai voulu mettre ici les 2 images de la valse et de Clotho qui sont faites pratiquement en même temps, puisque Camille retravaille la valse quand elle fait Clotho. Donc, il y a évidemment une circulation de l'un à l'autre. Alors, ils sont séparés, mais encore une fois, Camille ne sombre pas aussi vite que prévu. Hein. Elle va encore de 1892 à 1913, donc il y a encore 20 ans là, pratiquement de vie où elle est seule. Alors elle se débat avec ses démons, mais elle fait des choses merveilleuses. Elle fait cette petite châtelaine, Château d'Ils, où elle va souvent. Et puis là, elle profite un peu de la solitude, loin de Rodin, pour se refaire une petite santé. Mais voilà un des plus beaux portraits peut-être d'enfants. Ça rejoint toujours cette première équation que je vous ai montrée au début, hein, le jeune Claudel et puis la vieille Hélène. Et là, c'est la vieille Clotho, alors avec ses seins tombants et son corps complètement défiguré. Et puis au contraire, ce corps jeune, une manière de se démarquer du travail de Rodin, de rejoindre un peu la tradition des bustes reliquaires de la Renaissance. Travail virtuose de la matière, hein. Les cheveux sont faits à jour, le corps est évidé pour mieux capter la lumière, un polissage à l'os de mouton extrêmement délicat, difficile, une volonté farouche de la part de Camille de se singulariser par rapport à Rodin dont elle se sépare, et une sorte de fraîcheur qu'elle essaye de retrouver alors qu'effectivement elle ressemble de plus en plus à Clotho dans son habillement, dans sa tenue, dans son débraillé, dans son laisser-aller. Elle invente aussi des sculptures avec un mode un peu japonais, japonisme de l'époque, les causeuses, dans des marbres albâtres, teintés, l'onyx, mélange le bronze et la pierre.
statues absolument merveilleuses de délicatesse, de finesse, de curiosité, ces femmes qui parlent entre elles, qui conversent, que se disent-elles, sans doute des choses graves ou futiles, on ne sait pas. Mais il y a la vague, alors c'est l'époque de Cluzet, évidemment, tout le monde a vu la vague, c'est l'époque de Debussy aussi, la mer, etc. Et donc, la vague est menaçante, elle va tout engloutir, bien sûr, tout ça est toujours très, très tragique, la vie est en suspens, fragile, suspendue, mais quelle grâce, quelle délicatesse, quelle finesse. Et donc l'activité de Camille est très soutenue après la rupture en 1897 grâce à la comtesse Arthur de Maigret. Elle réalise beaucoup de sculptures et puis surtout un fondeur, Eugène Blot, qui entre 1905 et 1908 fait de nombreux tirages, la sollicite beaucoup et organise 3 expositions pour elle que Rodin va visiter secrètement. Et donc ici, cette statue de la fortune, faut vraiment, je ne sais pas si dans un état de déréliction tel que Camille peut le connaître à cette époque, si dans cet état-là, je serais capable de cette somptuosité, de cette apothéose du corps féminin, toujours en train de danser, mais seul, bien sûr. Maintenant, la fortune, une valse en solitaire, personnage principal projeté, alors là, encore plus que dans les autres sculptures, dans le tourbillon d'une danse quasi sacrée, projetée aussi dans le vide, un déséquilibre in extremis. Le style de Camille est complètement libéré. C'est la projection d'une femme en avant. Alors on est loin de la biographie, on est loin de son atelier sur l'île Saint-Louis, qui est un taudis, un puanteur, qui commence à indisposer de plus en plus les voisins. Elle est là la nuit à errer, à ramasser des choses dans les poubelles pour se nourrir. Elle a peur, elle estime que Rodin vient la piller en permanence, ce qui n'est pas totalement faux, parce que c'est vrai que Rodin lui a piqué quand même beaucoup de choses. Et puis Rodin a empêché que cette sculpture de l'âge mûr soit fondue et qu'on la paye. Elle n'a même pas été payée pour cette sculpture qui a été exposée. Et donc, on sait aujourd'hui que Rodin est passé par derrière là pour empêcher que cette sculpture soit trop promue parce qu'il n'est pas très heureux de se voir en vieil homme emporté par la mort et puis de voir ainsi l'échec de cette relation et le triomphe, somme toute, de Camille. Alors, on termine avec Niobide blessé qui a été acheté par l'État pourtant là, en 1906 et puis coulé aussi en bronze en 1907. C'est très rapide. Dernière phase de la carrière de Camille, les derniers combats pour être reconnu, pour obtenir des commandes, pour défendre son droit à vivre de son art, combat de femmes combat perdu à cette époque-là, dans un isolement de plus en plus radical, pendant que Rodin est décoré de la Légion, de tous les degrés de la Légion d'honneur, qu'il parade dans tous les salons, qu'il est la véritable idole. Alors c'est toujours le thème de Sakuntala qui la motive ici, mais sous l'identité de Niobé, reine de Thèbes, cette mère trop orgueilleuse de sa fécondité, qui a eu 14 enfants, mais tous les enfants ont été tués par Apollon et Artémis. Apollon a tué les garçons, Artémis a tué les filles. Voilà. Alors, la pauvre Camille, elle n'a pas eu d'enfants, ou que si, elle a eu des avortements. Et donc, l'histoire un peu de cet enfantement impossible, et c'est la femme seule mourante ici, puisqu'il y a une flèche qui vient de l'atteindre au-dessus de son sein. On retrouve le même geste ici de la main droite qui tient le sein de la fécondité, de l'amour, de la tendresse, mais blessée à mort. Le fameux sein qui était protégé dans la sculpture de l'abandon. Accablé de chagrin, Niobé se transforme en rocher, d'où s'écoule une source intarissable. Elle se transforme en rocher. Oui, sa vie se transforme en rocher, c'est stérile à mort, et pourtant, une source s'écoule. Alors, elle s'écoule de quoi? Elle s'écoule des œuvres, elle s'écoule de ce génie que Camille nous livre aujourd'hui. Alors, je termine avec un de ses derniers portraits. Elle revient à Paul Claudel, son frère chéri. Elle le supplie dans quelques lettres, ramène-moi à Villeneuve, ramène-moi chez moi, sors-moi. Aujourd'hui, elle serait sortie évidemment de cet hôpital psychiatrique. Elle n'était pas du tout. Voilà, elle était un peu hystérique. C'est sûr qu'elle a cassé toutes ses sculptures, qu'elle a vécu de cette façon sale et tout ça. Mais vraiment, ce n'est pas suffisant pour être déclarée complètement fou et schizophrène. Donc voilà le centre de Mondevergue, Montfavet, les roses, non prédestinées, on enferme
chez les roses, alors qu'elle a souffert de la rose, la chienne, qui était donc la régulière de Rodin. Et voilà, alors 30 ans dans cette maison sans sortir, elle est morte de faim, de déshydratation, parce qu'en 1943, le régime de Vichy se soucie peu des malades mentaux qu'on laisse mourir, on ne les nourrit plus. Bon, c'est vraiment un échec total, quoi, un des plus grands génies de la sculpture française, qui passe 30 années dans cette institution sans rien y produire, sinon des belles lettres. Mais on lui redonnait un tout petit peu de glaise, je suis sûr qu'elle aurait refait des choses, mais rien, rien. C'est vraiment la dureté de l'internement total. Auguste Rodin, bon, dépassé par les événements, évidemment, Auguste Rodin, il ne supportait pas les crises de Camille, il ne supportait pas que Camille lui exige de lui qu'il abandonne Rose, alors son indépendance farouche a fait qu'il l'a envoyé balader, c'est sûr, qu'il ne pouvait pas vivre avec une femme aussi autoritaire. Donc, je termine par cette ironie de l'histoire qui veut qu'en 2018, on ait installé une sculpture de Rodin. On a retrouvé en Italie et un mécène a coulé, on a fait un bronze magnifique, une fontaine installée, qu'il a intitulé Le Triomphe de l'amour. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le triomphe de l'amour entre Rodin et Camille. Je ne suis pas sûr que de remettre du Rodin sous les yeux de Camille dans cet internement relève d'un bon sentiment, sinon que la sculpture peut-être nous emmène encore une fois au-delà de la biographie. Qui aurait pu sauver Camille de sa folie? Bon, c'est une question médicale, question de psychologue, etc. Mais voilà, nous, on a la responsabilité de ces œuvres, la responsabilité de vivre cette puissance sublime qui nous entraîne au-delà de nos conditionnements historiques malheureux, bien faibles, parfois lamentables, mais de tenter le tout pour le tout, de tenter la beauté par-delà l'existence terrestre, dans cet esprit d'échapper à notre condition terrestre. Je vous remercie.